Être un marketeur B2B, c'est être constamment balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge, sans compter les relations avec les sales et le CEO. Mais tu n'as pas à être seul. Entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, ex-responsable marketing et solopreneur, créateur du Café du Market, la communauté francophone réservée aux marketeurs B2B. Avec ce podcast, j'ai créé le contenu que j'aurais aimé écouter pour progresser encore plus vite quand j'ai pris mes premières responsabilités. On y débriefe les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou rejoindre directement la communauté pour échanger avec des pairs et donner un coup d'accélérateur à ta carrière. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et si tu entends des discussions intéressantes, sers-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, c'est Pledzi. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec de nouveaux contenus. Là où Pledzi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Trouver du contenu sur la mise en place de tactiques marketing, c'est assez facile et on en a déjà pas mal parlé sur le podcast. Trouver des bons conseils pour gérer sa carrière, les compétences à acquérir pour évoluer quand on est au début spécialiste, puis qu'on veut se généraliser sur un poste de marketing manager, devenir head of, CMO, tout ça c'est beaucoup plus compliqué. Pareil sur les sujets de rémunération, comment les salaires évoluent de l'un à l'autre, c'est très difficile d'avoir un petit peu des informations factuelles sur le sujet. Du coup, j'ai posé toutes ces questions à Selma Chauvin, qui est CMO chez SkillUp, pour voir un petit peu justement comment aborder sa carrière dans le marketing et comment la construire pour évoluer vers des postes à responsabilité. C'est ce que je te propose de découvrir dans l'épisode d'aujourd'hui, qui est en fait un replay d'une masterclass de la communauté du Café du Market. Je te souhaite un bon épisode et je te dis à très vite. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on commence. En introduction, peut-être, Selma, si tu veux peut-être te représenter, du coup, vu qu'on a eu des nouveaux membres et tout, même si c'était déjà passé sur le podcast aussi, ça serait peut-être bien de faire une petite piqûre de rappel un peu sur qui tu es, s'il te plaît. Ça marche. Donc, Selma, je suis actuellement CMO chez SkillUp. Donc, SkillUp, c'est du SaaS RH qui fait de la gestion des talents. Donc, c'est du pur B2B pour l'instant français. Ça fait maintenant 18 ans que je fais du marketing dans des boîtes de toute taille à des postes très variés. Donc, ça me permet aussi d'avoir un petit... déjà de pouvoir répondre à pas mal de questions sur comment t'évolues selon le type de boîte, selon les perspectives, selon si c'est une boîte française, si c'est une boîte internationale, qu'est-ce que ça implique, à quoi correspondent les différents titres. Voilà. Je tiens à préciser que dans la salle, il y a des gens de chez moi. Donc, je rappelle que tout ce que je dis là, vous n'avez pas le droit de l'utiliser contre moi dans les négos, parce que je le sais. Voilà. Et la deuxième chose, c'est l'idée de cette masterclass est venue comment? C'est lorsque Axel a partagé la grille des salaires. Et en fait, la case du dessus, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était genre 100K et plus. Ouais. C'était outré en mode, mais c'est pas une case, ça, il y a au moins un K au-dessus. Et c'est là qu'on a pu dire, mais les gens se brident vachement au niveau salaire. Le salaire d'un CMO est extrêmement mal compris. Et honnêtement, avant d'arriver chez SkillUp, j'ai fait 15 process, donc 15 startups différentes, parce qu'il n'y en a aucune qui avait à la fois l'aventure humaine, le niveau de salaire et le produit qui correspondaient. Donc, c'est un vrai sujet de fond, donc ça me fait plaisir de partager avec vous aujourd'hui. Très cool. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on commence la première question, enfin, en tout cas la première que je vais poser, c'est Anna qui l'a posée il n'y a pas très longtemps dans la communauté, dans le Slack. C'est quelles sont les compétences à acquérir pour pouvoir passer de Head of à CMO? Et j'ai même envie de repartir d'un peu plus bas parce que du coup, on commence souvent plutôt, marketing manager, Head of, puis CMO. Et du coup, si tu pouvais retracer un petit peu, c'est quoi l'évolution des différents rôles? Et puis du coup, c'est quoi les compétences nécessaires à acquérir pour passer de l'un à l'autre? Ouais. Alors, avant même tout ça, en général, quand on commence en spécialiste d'un truc. On va être spécialiste digital, spécialiste contenu, spécialiste opération. Et le premier gros gap, c'est de passer d'un profil de spécialiste à un profil de généraliste. Donc ça, c'est la première difficulté, tout simplement parce que vous êtes cantonné à un rôle et du coup, lorsque vous allez postuler en externe sur des postes plus généralistes, vous allez souvent vous péter les dents. Donc, pour gérer cette première étape, il y a deux choses. Soit vous essayez de progresser en interne, parce qu'encore une fois, on vous connaît, on vous fera confiance et vous allez élargir votre scope au fur et à mesure.
Soit vous postulez en externe, mais vous postulez vraiment sur du bas. Typiquement, un expert qui va être digital peut postuler en généraliste dans une boîte qui va se lancer et où l'acquisition digitale est le premier sujet. Donc, choisissez une boîte où votre master, c'est votre spécialité, en sachant que le poste va évoluer sur quelque chose de plus généraliste. Donc, en général, quand on fait ça, c'est un petit sacrifice en termes de scope, en termes de thunes, en termes de tout. Mais honnêtement, ça vaut le coup parce que beaucoup de gens sont bloqués à l'étape du spécialiste et n'arrivent pas à passer généraliste. Et plus vous passez de temps en spécialiste, plus ce sera dur de devenir généraliste parce que, étonnamment, vous aurez de moins en moins de légitimité à le faire. Ce qu'on va pardonner à quelqu'un, enfin, en général, on sait qu'on commence par un job de spécialiste, donc au bout de 2 ans, on se dit, OK, la personne, c'est bon, elle a les bases dans sa spécialité. Si à ce moment-là, vous évoluez pas vers du généraliste ou vers une autre spécialité qui vous permettra de renforcer votre positionnement lorsque vous irez sur du généraliste, ça va être plus compliqué. Donc, si vraiment votre but, c'est d'être CMO, faites pas 10 ans de digital marketing. Faites pas 10 ans d'organisation d'événements. C'est 2 ans et on change. Et si c'est pas possible en interne, barrez-vous. Si en interne, on vous fait miroiter ça à horizon de 5 ans, barrez-vous. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, après 2 ans, vous allez commencer à acquérir, vous savez, le fameux 20-80. Au bout de 2 ans, vous avez les 20% de compétences qui font 80% du job. Donc, tout ce que vous allez faire après, ça va avoir une valeur assez marginale et surtout, ça va avoir une valeur de 0 sur du généraliste. Donc, vous allez perdre du temps et votre profil va perdre en qualité par rapport à d'autres gens qui auront la même expérience totale, la même durée d'expérience totale, mais qui auront un scope un peu plus large. Ça, et ça aussi, ça va avec une sorte de gap de salaire. Souvent, quand on est spécialiste, c'est très difficile de monter au-dessus des 60K de salaire. C'est bête et méchant, c'est qu'en fait, la spécialité est encore très mal valorisée par rapport à la compétence managériale. Ça, c'est une réalité. Pour passer cette sorte de plafond de verre des 60K, vous avez 2 possibilités. Soit vous passez manager dans votre spécialité, mais là, encore une fois, ça va vous renforcer dans votre spécialité. Et là, la seule chose qui va vous permettre d'évoluer, c'est dans des boîtes de plus en plus grosses, avec des équipes de plus en plus grosses, et c'est pas forcément ce que vous voulez. Soit, comme on disait, de rajouter des briques de généraliste et d'avoir une casquette généraliste qui va vous permettre de casser ce plafond. Ensuite, donc là, on va se dire que vous êtes bien démerdé, vous avez cette première casquette de généraliste. Donc en général, votre salaire, il est celui d'un spécialiste un peu plus élevé, donc 60, 70K, parfois plus quand vous avez de la chance. Mais en général, les boîtes qui vont chercher leur premier profil généraliste, ils vont chercher des profils dans les 50K. Après, on va parler du variable, on va parler de tout ça, mais en général, c'est ça. Donc après, on expliquera de comment on négocie pour augmenter ça, mais voilà, ça c'est la base. Et ce poste de généraliste, en fait, c'est juste un poste de spécialiste de rien. Donc, c'est pas du tout un poste de CMO. Et ce qui est marrant, c'est que les boîtes ne le savent pas. C'est-à-dire que souvent, vous allez avoir un titre de CMO, vous allez avoir un titre de head of, ou vous allez avoir un titre de responsable. Et en fait, ces 3 titres, ça veut dire la même chose dans la tête des gens qui vont vous embaucher. Tout simplement parce qu'en fait, les gens sont hyper en retard sur la position du marketing. Aujourd'hui, on pense souvent que c'est un sous-truc, genre les personnes qui font les crayons de couleur, alors que moi j'ai tendance à dire que le marketing, c'est ce qui va shape ta boîte, parce qu'on a un rôle qui nous permet de mettre notre nez dans tout et n'importe quoi. Et ça, c'est cool, mais ça, on arrivera après. Donc, tout début, vous allez souvent être marketing manager, parce que c'est le titre le plus bas qu'on voit sur les job desks, et que de toute façon, tu es manager de rien. Ça passe. Donc ça, c'est souvent un titre quand tu es tout seul. Quand ils te mettent 1 ou 2 personnes sous toi, ils ont tendance après à te donner un titre de head of, juste pour te faire plaisir. Et en gros, ils te donnent un titre de head of ou de CMO pour te payer moins cher. Parce qu'ils n'ont pas de thunes. Donc, ils vont toujours te payer 50, 60K. Mais tu auras un titre de CMO. Donc, techniquement, c'est cool. Sauf qu'en fait, c'est du responsable marketing. Qu'est-ce que fait un responsable marketing ? Un responsable marketing, il est en charge de sa ligne de business. Donc, c'est souvent un poste qui va être très lead gen. On va parfois demander d'avoir un avis sur d'autres sujets, mais c'est très, très loin d'être le cœur d'activité. Et le budget, en général, un budget 100% lead gen. Parfois, vous n'avez même pas de budget. Parfois, on vous dit, dépense ce que tu veux et tu me demandes à chaque fois. Donc, ça, c'est le responsable. Ensuite, donc responsable marketing, vous allez commencer généralement à constituer une équipe. Déjà, première chose, si votre équipe, c'est des stagiaires, ça ne compte pas. Je recommande d'ailleurs de ne pas prendre de stagiaires en première embauche, sauf si c'est vos premiers pas de manager. Si c'est votre début en tant que manager, prenez un stagiaire, parce que si vous vous foirez, c'est pas grave, il se barre dans 6 mois. Vous aurez eu un impact sur sa vie, il vous détestera, mais ça va passer. Donc ça ira. Okay, mais un seul stagiaire. Et ensuite, il faut staffer des gens. Pourquoi ? Parce que vous êtes un spécialiste de base, même si maintenant vous vous appelez généraliste, c'est-à-dire que vous avez des points forts et des points faibles. Si vous allez prendre des stagiaires, vous allez leur enseigner quoi ? Vos points forts, vous n'avez pas à leur enseigner leurs points faibles, vu que c'est vos points faibles. Donc, en général, on commence par embaucher des gens qui ont un autre point fort. Et j'en reviens à votre spé, prenez des spécialistes qui ont donc ces 1 an, 2 ans d'expérience, peu importe si c'est du stage, si c'est du job, mais au moins, ils vont avoir un peu la même expérience que vous, mais dans une autre majeure. Et du coup, ils vont vous l'apprendre. Et c'est comme ça que vous allez, au fur et à mesure, vous étoffer dans votre posture. Donc, n'ayez pas peur de prendre des gens qui sont meilleurs que vous. La seule chose à respecter, c'est que leur majeure ne doit pas être la vôtre. Voilà.
Imaginez par exemple que vous êtes un as du digital et vous avez quelqu'un qui sait faire du field, donc de l'événementiel, du mailing, de la gestion de communauté. Prenez un cadre le plus que vous pouvez vous permettre avec votre budget parce que vous apprendrez vachement. N'ayez pas peur qu'ils prennent votre job, non, ça ne se passera pas. Et puis même si ça se passe, c'est pas grave, il y a d'autres boîtes. Okay. Donc ça, c'est la première étape. Donc c'est vraiment, on est fort sur sa majeure et on commence à pratiquer les autres choses. Responsable marketing. Head of, si on veut, mais c'est un peu pareil. Head of, c'est une position qui est un peu chelou parce que ça n'a pas la même valeur selon la boîte à qui vous parlez. Il y a des boîtes pour lesquelles c'est très structuré. Vous avez le responsable, donc le manager, vous avez le head of, vous avez le directeur, vous avez le VP et vous avez le CMO. Ça, c'est le truc un peu classique qu'on va voir dans toutes les boîtes, notamment anglo-saxonnes. Okay. Parfois, le head of, c'est un plus haut ou plus bas, mais c'est juste qu'ils ne veulent pas vous donner le titre correspondant parce que ça fait chier dans l'organigramme. Un exemple tout bête, s'il y a déjà un VP marketing et que vous allez être son chef, mais qu'ils ne veulent pas vous donner le titre de CMO, vous allez être head of. Donc c'est pour ça que parfois vous avez des head of à n'importe quel niveau de responsabilité. Parfois vous avez des directeurs, et ça devrait être votre niveau, mais ils ne veulent pas vous le donner pour X raisons que vous connaissez ou pas. Vous allez être head of, alors vous allez faire le taf d'un directeur. Mais en général, pardon, je reviens au sujet. Donc manager, gestion d'une ligne budgétaire au max et gestion d'une ou deux personnes au max et gestion d'un petit scope. Ensuite, on va passer à directeur. Encore une fois, la notion de directeur est différente. Un directeur marketing français, c'est le top de la hiérarchie. C'est l'équivalent d'un CMO. Un directeur marketing aux US ou dans d'autres pays, c'est pas très haut en termes de responsabilité. En général, un marketing director, donc, voilà, qui est l'équivalent d'un head of, ouais, c'est hyper compliqué. Le marketing director, qui est l'équivalent d'un head of, qu'on va aussi appeler responsable marketing en France, qui n'est pas la même chose que marketing manager. C'est bon, je vous ai perdu ou il y en a encore qui arrivent à suivre? Je vous ferai un dessin si vous voulez. C'est l'enfer, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Non, mais quand je dis c'est l'enfer. Et c'est pour ça qu'après, on va parler de quel titre on demande selon ce qu'on veut. Et bon, bref, donc on va dire rang numéro 2. Rang numéro 2, en général, on va vous demander d'avoir au moins 2 majeurs. Donc en général, c'est la lead gen plus une autre. Donc selon l'avancée de la boîte, très souvent, on va vous demander de faire la marque. Donc là, on va vous commencer à être balèze, à commencer à prendre une agence de RP, à faire tout ça. L'équipe s'étoffe. En général, on va jusqu'à 5 personnes sur ce genre de titre. Au-dessus, c'est de l'arnaque, donc vous n'acceptez pas. Voilà. Ensuite, vous allez atteindre le niveau 3. Le niveau 3, ça va être du VP, ça va être du CMO. Quelle est la différence entre les deux? Le VP, c'est surtout du management opérationnel, c'est-à-dire qu'on lui donne un budget. Il a une large gamme. En général, il couvre tous les aspects. Vous n'avez pas 2 majeurs, vous êtes censé en avoir plein à ce moment-là. Le CMO, la différence, c'est que lui est au COMEX. C'est une grosse différence parce que le COMEX, il décide de la stratégie. Le VP, on lui donne la stratégie. Donc parfois dans les boîtes c'est mélangé, parfois ça l'est pas. Plus la boîte est structurée, plus vous allez avoir d'échelons, mais en tout cas gardez un petit peu ça en tête. Idem, le CMO il négocie le budget, le VP on lui donne un budget. C'est les différences principales. Ok. Dès qu'on dépasse le head-off, les choses qui vont vous intéresser ne sont plus du tout les mêmes. Ça, c'est aussi important parce que vous avez des grosses équipes pleines de spécialistes, vous avez souvent des directeurs en dessous, vous avez souvent des head-off, des managers, tout ce que vous voulez. Donc, à ce moment-là, vos majeurs, on va commencer à s'en foutre parce qu'on part du principe que c'est acquis, que vous avez d'excellentes bases dans tous vos domaines de compétences. Les domaines de compétences, c'est la lead gen, c'est la marque, c'est le product marketing et c'est même les choses annexes selon votre boîte, le customer marketing, le partner marketing, tous ces éléments-là. Et à ce moment-là, ce qu'on va vous demander, c'est autre chose. Ça veut dire c'est de la gestion de budget, c'est du savoir recruter, c'est du management de l'humain, c'est de la gestion de carrière, c'est de la stratégie long terme, ça va être du développement international, ça va être des strates de go-to-market, ça va être de l'alignement sales marketing, de l'alignement product marketing et de l'alignement customer et marketing. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un tout nouveau set de compétences. Donc, normalement, dans votre progression de carrière, vous savez que vous avez ça en ligne de mire. Donc, je répète, la lead gen, la marque, et le product marketing qui sont vus comme des bases. Donc, assurez-vous dans votre carrière de toucher au moins un peu aux 3. Et lorsque vous devez choisir un poste, assurez-vous d'en choisir un qui couvre un des sujets si vous ne l'avez pas déjà vu. Pourquoi? Parce qu'en fait, en tant que CMO et VP, on vous demandera absolument de maîtriser les 3. Et j'ajoute un 4e qui est encore pas tout le temps demandé, mais quand même, c'est les Ops. Ops, ça veut dire quoi? C'est toute la partie dashboarding, reporting, prévision de la data, analyse, etc. On le demande de plus en plus. Souvent, ce n'est pas un prérequis parce que sur des premiers postes, parce que les gens savent que vous n'avez pas forcément pu acquérir toutes ces compétences. Mais si vous les avez, ça vous fera un gros plus par rapport aux purs opérationnels. Et pourquoi c'est important aussi? Parce que ça va vous permettre d'acquérir une autre façon de parler de votre métier. Là où on vous pardonnera de parler en campagne, quand vous êtes manager, quand vous êtes head of, on vous autorisera de parler en lead encore, vous ne le faites plus après.
vous allez parler en volume de pipeline, vous allez parler en tendance, en projection, en analyse de cohorte, etc. Donc, c'est pour ça que si vous pouvez acquérir ce vocabulaire au plus vite, c'est mieux, parce que vous serez plus crédible. Donc, une fois que vous avez pu acquérir ces 4 grands piliers du poste de marketing, c'est là qu'il faut évoluer. Vous pouvez bien sûr y aller avant, mais soyez malin sur votre prise de poste. Prenez toujours un poste, encore une fois, qui met en valeur votre majeur. Imaginez que vous soyez dans une boîte qui a une grosse problématique marque, alors que marque, vous n'en avez jamais fait vous-même et vous avez juste géré des gens qui font ça. Je vous conseille de ne pas y aller, ça va être plus difficile pour vous de briller. C'est pas impossible, ça va juste être plus difficile. Si par contre, votre majeur, c'est la marque, la gestion de marque, oui, allez dans une boîte comme ça, vous pourrez montrer beaucoup plus facilement ce que vous valez. Donc ça, c'est très important lors des entretiens d'essayer de comprendre quelle est la majeure de l'entreprise. Il y en a toujours une. Soit les driver par les sales, lead gen, soit les driver par le product marketing, soit les driver par le côté, on va dire, un peu plus hype, et il y a une vraie sensibilité au marché, vous êtes sur un marché qui n'est pas du tout mature, où il y a un gros besoin d'éducation, brand. Okay. Soit vous êtes dans un truc de financier, et là, c'est la data, donc c'est les opérations. Ouais, c'est intéressant, j'allais dire la façon effectivement dont tu définis la majeure par rapport aux différents postes. Du coup, tu l'as construit vachement dans les hiérarchies, liées au nombre de personnes aussi et de responsabilités. Après, c'est un peu l'écosystème peut-être aussi startup, US, qui hiérarchise comme ça. Tu vois, j'allais dire, comment est-ce que tu la joues du coup par rapport à ce type de poste-là quand moi, dans ma carrière, j'ai été, par exemple, dans une PME, on va dire, qui isolait les startups, tu vois, mais du coup, j'étais responsable market, mais j'étais en direct avec le CEO sur la stratégie, sur le produit, tu vois, sur tous ces sujets-là, avec les sales et tout. Donc, au final, on me donnait pas la stratégie, mais en même temps, j'étais loin d'être CMO. Enfin, j'avais pas une équipe qui me permettrait. D'ailleurs, j'ai jamais valorisé comme ça, tu vois. Mais au final, on retrouve un petit peu ces postes, j'allais dire, sur des petites équipes. Je vois Anna qui hoche de la tête. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on peut retrouver des responsabilités comme ça qui sont quand même assez élargies au final sur des postes où il y a encore pas vraiment beaucoup d'équipes non plus, quoi. Oui, et ça, justement, c'est très bien pour devenir CMO. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas que la personne prenne le poste en se disant qu'elle est CMO, parce que là, elle va se pète les dents. Ouais, ok. En fait, c'est ce que je disais, c'est ce fameux premier poste généraliste que tu vas avoir. D'où le conseil d'aller dans une petite structure pour pouvoir toucher à tout, où tu n'auras pas le titre. Donc, du coup, tu es un peu protégé aussi. Parce que quand tu es CMO, les investisseurs, ils attendent quelque chose de toi quand même. Quand tu es au sub marketing, en général, on te fout un peu la paix. Mais c'est l'occasion de tester à tout et surtout de faire plein de conneries. Bah déjà parce que tu n'es pas payé cher, donc ils assument. Sinon, ils prennent quelqu'un qui sait le faire. Mais c'est aussi parce que du coup, tu apprends à toucher à ça. Tu vois, tu vas prendre ta première agence de presse, tu vas sûrement te planter sur le toit. Tu vas en prendre une qui est trop grande ou trop petite. Tu vas faire tes premières campagnes d'advocacy pour avoir des cas clients, puis tu vas te rendre compte qu'en fait, tu as 10 fois le même cas client. Enfin, mais c'est cool. Ça sert à ça. Ok, donc de ce que tu dis, alors au début, effectivement, spécialiste, donc essayer de 2-3 ans max pour essayer de passer sur un poste généraliste, découvrir une deuxième majeure. Ou dans une autre majeure. Ouais, ou dans une autre majeure, recruter potentiellement une première personne qui n'a pas la même majeure que toi. Après, donc Head of ou Marketing Director, tu dis une deuxième majeure, souvent lead gen et marque, jusqu'à 5 personnes max sur ce genre de titre, sinon ça vaut pas le coup. Et après, c'est VP ou CMO, sachant que le VP, en fait, on lui donne la stratégie, le CMO fait la stratégie, la différence, c'est qu'il est au COMEX. C'est ça. Et on résume globalement, c'est ça, quoi. En gros, c'est ça. Après, encore une fois, c'est pas un marché mature, donc vous allez avoir un peu de n'importe quel titre pour n'importe quel poste. C'est à vous après de le transformer quand vous faites l'entretien en qu'est-ce que ça veut dire en vrai. Okay. Et sachant que du coup, quand tu dis en fait le gap entre Head of et VP CMO, c'est que là, du coup, où avant c'était, on va dire, rajouter des majeurs, mais des spécialités market, c'est que là, du coup, tu as des compétences à aller chercher, même si effectivement, bon, moi, tu l'as dit, il faut être capable de rajouter peut-être le product marketing et un peu d'ops par rapport au lead gen mark. C'est que tu as aussi beaucoup de compétences managériales à aller chercher. Et puis après, c'est la façon d'aborder le langage business. Du coup, ce que tu dis, de passer des campagnes et peut-être au final des KPI haut de funnel à du pipeline, quoi. Oui, et pour en revenir, parce qu'on avait parlé du salaire du début, mais pas à la fin, les directeurs marketing, en général, on va vous donner jusqu'à 100-120 K, assez facilement. Et vous allez avoir un autre plafond. Donc, rappelle, le premier plafond, il est dans les 60-70 K, spécialiste à généraliste. Ensuite, généraliste, vous allez faire votre beurre, vous allez pouvoir monter jusqu'à 100-120 K, et après, ça va rebloquer à nouveau. Et normalement, des CMO et des head-off, des vrais CMO, des vrais VP, c'est au-dessus. Parce qu'encore une fois, à chaque fois, c'est vraiment des gros gaps de compétences. Quand vous êtes dans une tranche, vos compétences vont monter, votre salaire va suivre, mais ça va bloquer. Donc, ça s'anticipe. Dès que vous passez, par exemple, dans ce fameux poste de généraliste, commencez à demander des formations de management, des formations de KPI, commencez à créer votre réseau de pairs, etc., pour prendre de l'avance. Ok.
Et du coup, alors tu l'as évoqué plusieurs fois dans le parcours, mais au final, on voit que les expériences de marketeur, en boîte, elles sont souvent assez courtes. C'est un des postes peut-être, où on bouge le plus. Parce qu'on dit souvent aussi que le meilleur moyen de progresser finalement en salaire ou en poste, c'est de changer de boîte. J'allais dire, qu'est-ce que tu en penses du coup? Pas forcément. En fait, tout va être une question d'environnement, avant tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, en interne, vous allez avoir des opportunités qui sont de changer de majeur, de changer de scope de compétences. Parce qu'on vous connaît, parce qu'on vous fait confiance. Jamais vous aurez ce poste-là dans une nouvelle boîte. Enfin, typiquement, si tu es sales, jamais on va te proposer un poste de directeur marketing dans une autre boîte. Enfin, le gap, il est trop gros. En revanche, en interne, si tu es là au bon moment et au bon endroit, ça peut se faire. Donc, à chaque fois, j'ai envie de dire, pesez bien le pour et le contre. Voyez vraiment où vous voulez être dans 5 à 10 ans. Mappez les morceaux qui vous manquent, pas les postes, hein, mais vraiment les bouts de compétences qu'il vous faut pour arriver là. Et voyez la meilleure façon les différentes façons de les acquérir. Un exemple tout bête, on parle de la partie opération. Est-ce que si jamais vous êtes spécialiste, il y a un poste de marketing ops qui s'ouvre, est-ce que ça vaut le coup de le prendre ou pas pour acquérir cette compétence? Ou est-ce qu'il y a d'autres façons de l'avoir? Voilà. Et ça vous permet en fait d'imaginer, parce que si vous êtes dans un groupe où vous savez qu'ils vont lancer le pôle opération bientôt, ça vaut le coup de rester pour vous positionner sur ces postes-là. Si en revanche, vous savez que c'est bien verrouillé, il y a déjà une équipe de 10 personnes en place et que ça tourne, jamais vous aurez cette compétence. Donc si c'est la prochaine que vous voulez acquérir, il faut changer de boîte. Et dans ce cas-là, vous prenez un poste où il y a le vôtre, plus cette brique. Et toujours pareil, vous gardez la majeure doit être ce que vous savez faire. Donc ça dépend. Idem, les salaires dans une boîte, ils évoluent énormément en fonction de plusieurs choses qui sont la croissance, les levées de fonds, les rachats, les M&A, donc les merger and acquisition, et énormément de choses comme ça. Donc c'est à vous de voir dans quel contexte vous êtes. Si vous êtes dans une boîte qui a une croissance plutôt organique, qui n'a pas prévu de faire de levée de fonds parce qu'elle est bootstrap depuis 20 ans et que du coup ils prennent 10 personnes par an, vous n'évoluerez pas vite. Tout simplement parce que la taille de votre équipe ne va pas évoluer vite, les objectifs ne vont pas évoluer vite, et pivoter, ça va prendre du temps. Donc, vous allez mettre du temps à acquérir des compétences. À l'inverse, si vous êtes dans un écosystème qui bouge très vite, vous allez acquérir énormément de compétences très rapidement, mais vous allez mal les acquérir. Parce que, enfin, tu vois, moi, je l'ai connu, un Peopleog, je suis passée de 5 à 70 personnes en 5 ans, enfin, de 20 millions à 120 millions de CA et tout. Oui, on fait des trucs hyper pourris parce qu'il faut les faire vite. Donc, ça dépend encore une fois des briques que vous voulez acquérir. Si vous voulez acquérir une façon de structurer, une méthode, aller dans des boîtes plus lentes, parce que vous pourrez acquérir ces compétences-là plus vite. Si ce que vous voulez, par exemple, c'est monter la taille de votre équipe rapidement, la taille de votre budget rapidement, aller dans des boîtes qui se développent vite. Voilà. Donc, c'est pas aussi tranché que ça, Axel, c'est vraiment voyez vraiment votre carrière comme un ensemble de morceaux que vous voulez. Et chaque fois que vous avez des opportunités qui se proposent à vous, vérifiez si ça vous permet d'avoir un morceau. Si une opportunité ne vous permet pas d'avoir un morceau, laissez tomber. Et si vous avez plusieurs opportunités qui vous permettent d'avoir des morceaux différents, regardez quel est le morceau le plus important pour vous. Du coup, ça enchaîne un petit peu logiquement, mais du coup, c'est ça, c'est comment est-ce que tu identifies du coup la bonne entreprise pour progresser? Donc tu as dit c'est par rapport au majeur. Et puis bah au final aussi, comment tu fais du coup pour te faire recruter? C'est quoi un petit peu, t'as repéré la bonne boîte et le bon poste. J'allais bon, comment est-ce qu'on fait pour sortir du lot du coup aussi pour aussi passer ces gaps quand on n'a pas la compétence complète par rapport au poste qu'on vise quoi. Alors, il y a deux choses. Déjà, si tu as bien visé la boîte, ta majeure, c'est ce dont ils ont besoin. Mm. Donc, comparé à d'autres personnes, en gros, si tu as cette approche structurée qui dit ça, c'est vraiment votre cœur, je sais hyper bien le faire. Et en plus, je vais vous apporter ça que je maîtrise un peu, ça que je maîtrise un petit peu, et j'ai envie de faire ça que ni toi ni moi on maîtrise, mais on va découvrir ensemble. L'approche, elle apporte de la valeur. Ce que j'ai tendance à dire, c'est toujours de se positionner comme si vous étiez un consultant qui va conseiller la boîte et pas quelqu'un qui postule. Vous n'êtes pas en demande d'un poste. Enfin, c'est un marché qui est quand même pénurique. Hein. Il y a plus de postes que de gens capables de les occuper. Vraiment approcher ça comme vous êtes un apporteur de service. La boîte, elle a ce problème. Je suis pertinent pour résoudre le problème que tu as et pour t'accompagner plus loin. Et c'est pas grave si ça marche pas. Enfin, je me rappelle, je suis rentrée chez SkillUp, j'avais 15 process en cours. Il y en a 14 qui sont tombés à l'eau parce que soit je n'aimais pas le produit, soit parce qu'eux, ils ne m'aimaient pas aussi, soit parce que le scope était pas le bon, le salaire était pas le bon et tout. Et c'est pas grave, il suffit d'une boîte, quoi. Et après, tu es heureux. Donc non, mais soyez vraiment, on en revient à ça, acceptez pas tout et n'importe quoi, ayez vraiment cette liste de morceaux que vous voulez acquérir et assurez-vous que ça coche. Si ça coche pas cette case, c'est une expérience qui vous sert à rien. Et si vous n'avez pas comme objectif de devenir CMO, c'est pas grave, enfin, vous avez le droit, hein, donc c'est pas grave, allez-y, allez où le vent vous porte. Mais si c'est votre objectif, dites-vous juste que vous allez perdre du temps. Et vous allez être en concurrence avec des gens qui n'auront pas perdu ce temps. Et qui du coup auront plus de briques, plus de légitimité. Et c'est là qu'en fait, ça commence à coincer en général dans les souhaits de carrière, c'est quand les personnes veulent des postes qu'elles n'ont pas pris le temps de créer le career path pour, en fait. Voilà. Et on voit souvent des gens qui disent, moi j'ai 10 ans d'expérience, lui aussi, qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Bah lui, il a la brique A, la brique B et la brique C, alors que toi, tu es hyper bon sur la brique A, mais tu n'as pas les autres.
Sauf que la boîte, son besoin, c'est un mix des trois. Donc, trouve une boîte dont le besoin, c'est la brique A à fond. Je sais pas si ça répond un peu à ta question. Ouais, effectivement, j'allais dire, c'était un petit peu ça, parce que du coup, pour identifier la bonne boîte, toi, c'est ce que tu dis, c'est en fait aller sur une boîte dont le point fort est notre majeur, Oui, parce que ça, sinon, on va être en difficulté directement quand on va prendre le poste, et où potentiellement, il y a la possibilité d'aller rajouter, qui veut développer en tout cas les briques qui nous manquent, quoi. Comme ça, c'est on ça, apprend. exactement. Et encore une fois, il y a deux choses vraiment à regarder. C'est le manager avant tout. Parce que, encore une fois, j'ai vu qu'il y avait une de tes questions plus loin, on va parler de l'importance de choisir son bon manager, mais il faut le manager qui va vous permettre de grandir, qui va vous apporter ce qui vous manque. Et ce qui vous manque n'est pas une expertise métier. Plus vous allez progresser vers du head-off, du VP, du CMO, plus vous devrez être normalement la personne de référence sur ce sujet. Donc, ils vous apporteront absolument pas ça. Mais si vous vous rappelez ce que j'ai dit il y a quelques minutes, ils vous apporteront tout le reste. La gestion d'une équipe, la gestion d'un budget, comment tu trouves des personnes aidantes en interne pour mener à bien tes projets, comment tu définis tes KPI, enfin, tous ces sujets-là qui sont des sujets transverses, c'est là-dessus qu'il faut attendre votre manager. Si jamais tu es spécialiste, le CEO, il va attendre de toi que tu sois bon dans ton domaine. Donc, il va te dire, je veux 50 leads par mois qui viennent du digital. Simple. Okay. Quand tu deviens généraliste, et c'est là que c'est un peu flou, c'est qu'il va avoir tendance à attendre du CMO, sauf qu'en fait, il a recruté un responsable marketing. Donc, c'est à toi de recaler, justement, en disant, attention, ma majeure, c'est ça. Je suis en train d'acquérir des compétences là-dessus, 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 et j'ai besoin de toi. Et normalement, son rôle à lui, ça va être soit de te donner des thunes pour que tu te formes, soit d'accepter que tu ne sois pas bonne là-dessus. Mais ça en revient à manager son manager, c'est à toi de lui expliquer que non, tu ne feras pas une campagne de marque en 6 langues dans 6 pays parce que tu n'as jamais fait ça et que tu as besoin d'apprendre. Okay. Quand tu es un CX, donc l'étape d'après, c'est un partenaire, le CEO. Parce que justement, tu es l'autorité sur ton domaine. Donc lui, ce que tu vas attendre, c'est le côté coalition. En fait, ton bot, peu importe ton niveau, tu dois être capable d'aller le voir et lui dire, je veux ça, comment je l'ai. Si tu n'es pas capable d'avoir cette discussion, c'est qu'il faut que tu changes de manager. Et donc, quand tu es à ce niveau-là, le CEO, il faut que tu sois capable de lui dire, écoute, moi, j'en peux plus, l'équipe, elle est trop petite, j'ai besoin qu'on passe à 10 personnes, qu'est-ce que je dois faire pour l'avoir? Si tu as peur, change de boîte. Ouais, c'est ça, effectivement, c'est la relation, parce que quand tu dis manager, du coup, effectivement, enfin, on en parlait, le CEO, c'est pas forcément toujours aussi, c'est pas forcément un bon manager, quoi. Donc, au final, il faut être capable d'aller lui demander ce dont tu as besoin pour qu'il te coach ou qu'il te donne le moyen de le faire à l'extérieur. C'est ça que je dis au final. Mais complètement. Rappelez-vous que souvent, surtout dans les startups, les mecs, ils ont monté leur boîte en sortant d'école, parfois même parcours entrepreneur, ils n'ont jamais managé. Donc il y a les malins. Les malins, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre 2 ou 3 piliers, c'est-à-dire des gens qui sont extrêmement expérimentés dans des domaines où ils ne connaissent rien. On en revient aux majeurs et mineurs, hein, pareil. Par exemple, un très bon CEO sales va recruter, en général, mais c'est pas vraiment le cas tout le temps, il va investir énormément dans son directeur marketing pour ne pas avoir à y penser. Voilà. Donc, normalement, il y a quelques personnes extrêmement matures. Donc, ça vous les trouver dans l'orgasme que parfois, ils ne sont pas là où vous pensez. Ça peut être un développeur senior qui va aider un CTO tout jeune. Ça peut être un CSM qui a fait ça pendant 20 ans et qui adore faire ça. Mais identifier les experts, parce qu'en fait, c'est eux qui vont shape un peu la structure et la façon dont va évoluer la boîte. Donc, un autre truc, si une boîte n'a pas ces experts, si la personne, quand vous l'avez en entretien, elle n'est pas capable de vous dire qui est l'expert sur tel ou tel sujet, c'est qu'ils sont entourés que de gens moins bons qu'eux parce qu'ils ont peur que les gens ils soient meilleurs qu'eux. Et du coup, je vous conseille toujours pas d'y aller. Parce que s'ils ne sont pas capables de comprendre que vous allez être meilleur qu'eux sur votre majeur, parce que c'est pour ça qu'ils vous embauchent, bah, vous n'êtes pas CXO. En fait. Donc, c'est pour ça que c'est très important, vraiment. Le choix du manager et sa vision par rapport à tout ça, priorité numéro 1. La deuxième priorité, c'est la croissance de la boîte. Donc, très, très important, aussi important que le choix du manager, vraiment, il ne faut pas choisir entre les deux, c'est quel produit il vend. Est-ce que vous aimez le produit? Est-ce que vous y croyez? Si vous n'y croyez pas, personne n'y croira, parce que c'est votre taf de le faire aimer, donc ça ne marchera pas. Donc, à quel point vous aimez le produit? Est-ce que la croissance correspond à ce que vous voulez? On en revient. Est-ce que vous voulez apprendre de la structuration? Est-ce que vous voulez apprendre de la croissance? Est-ce que vous voulez apprendre de l'expansion internationale? Est-ce que ça correspond à ce que vous avez envie de faire, vous? Et typiquement, et tout peut être bien. Je suis rentrée dans une boîte une fois qui était en train de se péter la gueule parce que je n'avais connu que de l'hypercroissance et je voulais voir ce que c'était. Alors, je suis restée 4 mois, c'était pas du tout une bonne idée, mais au moins j'ai vu. Non, mais ça peut être important de vous dire, OK, j'ai vu que de l'hypercroissance, j'ai besoin de me reposer, je veux voir une boîte qui est en phase de structuration où il n'y a pas de volonté d'embaucher à mort dans les 3 prochaines années, mais on va plutôt me demander de ranger. Voilà. Ou voire même d'être capable d'aller voir votre CEO et de lui dire, bah, cette année, je sais que tu as prévu une croissance, moi j'ai besoin qu'on stabilise. Donc, moi, je ne vais pas embaucher cette année. Voilà ce que je peux t'apporter sur la table. Je sais que ça va un peu t'embêter, mais c'est pour mieux rebondir derrière. Donc, n'ayez pas peur aussi. Voilà, donc oui, donc vraiment, votre chef et La dynamique. Ouais.
Le chef et la dynamique. Ok. Et du coup, bah, dans une carrière, il est aussi question, tu l'as abordé un petit peu par les niveaux, mais il est aussi question de rémunération. Ouais. On en parlait au niveau des entretiens annuels. En fait, ça peut se négocier à plusieurs moments parce que tu as le recrutement, tu as les entretiens annuels. Euh, quand et comment il faut s'y prendre pour négocier. Et puis l'autre sujet, c'est qu'on avait parlé un petit peu aussi dans la communauté, c'était cette question de, je crois que c'est Amandine, de variables. Oui. Est-ce qu'il faut en avoir un? Déjà, ça c'est une question, parce que je sais, tu vois, c'est pas forcément. Déjà, au market, c'est pas partout, tout le monde. Et puis il y a aussi des boîtes de plus en plus qui commencent à mettre en place justement des rémunérations sans variable. Donc, est-ce que c'est une bonne idée de pousser pour un variable? Et si on l'a, sur quoi est-ce qu'il faut l'indexer, quoi? Déjà, première chose, ne passez pas par les process d'évaluation annuelle, entretien annuel pour avoir votre augmentation. Pourquoi? Parce qu'en fait, si jamais vous faites ça, vous rentrez dans les enveloppes. Donc, sur les petites boîtes, souvent, c'est assez informel, donc ça passe. Dès que la boîte est un peu plus grosse, si se structure, vous allez avoir genre 3% annuel à dispatcher entre les gens. Donc, évidemment, quand on vous dit ça, vous vous doutez bien que vous ne pouvez pas avoir une très grosse augmentation parce que sinon, ça va mettre tous les autres à zéro. C'est hyper galère. Et surtout, quand vous demandez un truc, à ce moment-là, votre manager, il est en train de négocier l'enveloppe pour tout le monde, d'aller se plaindre qu'elle n'est pas assez grosse et tout, et il doit se battre pour tout le monde en même temps. Donc, vous allez avoir très peu de son attention. En général, une augmentation, ça se prépare à l'avance et ça se prépare hors process annuel. Parce que le mieux, c'est qu'elle soit en dehors du process. Pourquoi? Parce que si vous réussissez à la faire en dehors du process, le manager il aura toujours son enveloppe de X% annuel, sauf qu'en plus, il pourra la dispatcher sur les autres membres de l'équipe, vu que vous, il vous a déjà donné votre augmente. Donc déjà, il va être hyper heureux parce qu'il vous verra comme une source de soulagement et pas comme une énorme emmerde. Et surtout, il aura plus de thunes à donner, donc toute l'équipe va en profiter. Et là, j'en reviens au deuxième point, c'est important que toute l'équipe en profite, parce que c'est plus facile de négocier lorsque vous n'êtes pas trop éloigné du salaire moyen de l'équipe. Logique. Donc surtout, pensez collectif. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, mais c'est pas juste, lui, il a plus que moi. Mais laisse-le avoir plus que toi. Puis une fois qu'il a plus que toi, là, tu vas dire j'ai la même expérience, je veux la même chose. D'accord? Donc surtout quand les autres réussissent leur négo, ne leur en voulez pas. Au contraire, c'est une aide pour vous sur le moyen terme. Et c'est aussi quelque chose en tant que manager que vous devez dire à vos équipes. Vous ne pouvez pas, comme je le disais, on ne peut pas se battre pour tout le monde en même temps. Donc il faut qu'ils acceptent que sur des périodes un peu plus ou moins longues, il y ait des disparités parce que vous y travaillez. Et qu'en fait, à partir du moment où vous réussissez à mettre un point, donc à avoir une bonne augmente pour quelqu'un, ça vous aide ensuite à aligner les autres. Donc n'hésitez pas à être assez transparent sur les négos, à dire aux gens qui viennent voir, oui, je sais, pour l'instant, je suis sur une autre négo, mais ton cas, il va arriver, t'inquiète pas, je m'en occupe, je suis au courant, mais ça va me prendre un tout petit peu plus de temps. Encore une fois, vos salariés, donc vos équipes, c'est vos aides. Donc, n'hésitez pas à leur dire, trouve-moi un benchmark, trouve-moi des preuves d'autres personnes qui viennent plus, comme ça, moi, je peux aller vendre. On en revient à la même chose, il faut qu'eux, ils puissent venir vous voir et vous dire très librement, je veux gagner plus. Et vous puissiez leur répondre très librement, oui, non, merde, voilà pourquoi. Sinon, on en revient à la même chose qui fait que vous choisissez votre manager, eux vont vous choisir aussi. Il faut que cette relation elle soit saine. Et surtout, il ne faut pas que vos collabs ils passent du temps, parce qu'en fait, c'est du temps qui passe à ne pas faire tourner le business. C'est votre taf à vous de faire en sorte que l'équipe elle progresse et elle évolue, et que eux, normalement, ils doivent se concentrer que sur le business. Quand je suis arrivée chez PeopleDoc, le premier entretien annuel, il y a une nana, elle est arrivée avec 5 pages. Mais genre écrit petit, serré, genre police 8, parce qu'elle a eu un manager toxique avant. Et du coup, elle avait préparé, elle avait fait tout ce qu'elle avait fait de bien sur l'année. Ça lui a pris 1 semaine, le doc. Je fais, bah attends, c'est-à-dire que pendant 1 semaine, t'as pas bossé? Je fais, bah la prochaine fois, tu me fais 3 lignes, tu bosses 1 semaine, et moi, tu me laisses gérer, quoi. Non, mais c'est des vrais cas. Donc surtout, rassurez vraiment tout le monde, c'est votre taf et c'est vraiment. Et un des premiers tafs du CXO, c'est ça. C'est de contrôler la charge de travail et les salaires et, on va dire, le climat social de son équipe. C'est très important. Bon, on en revient à son salaire. Donc, il y a 3 éléments dans le salaire. Il y a le fixe, il y a le variable et il y a le autre. Et ne surtout pas sous-estimer le autre. Donc, votre salaire, je vous l'ai donné. On peut trouver maintenant assez facilement des comparateurs de salaire. Il y a des boîtes qui donnent des salaires publics. Honnêtement, très vite, votre salaire, vous devriez n'en avoir rien à foutre. Quand j'étais chez PeopleDoc, mon salaire correspondait à peu près à 20-25% de ce que je gagnais. Donc, encore une fois, c'est surtout le autre qui est important. Mais ça, on en parle donc lorsque vous arrivez dans la dernière catégorie qui est le 120 plus. Et le plus peut aller beaucoup, beaucoup plus. Donc, première chose, votre base. Donc ça, vous avez une marge de négo qui est relativement restreinte puisque j'ai vraiment des grilles ou des comparaisons. Donc vous le savez. Vous pourrez jouer un peu dessus, mais vous allez jouer à 5-10 cas dessus. Alors oui, ça paraît beaucoup. Quand on gagne 60-70 000 balles, 5-10 cas, c'est beaucoup. Mais en vrai, c'est pas grand-chose par rapport à l'ensemble de ce que vous pouvez avoir. Okay. Donc soyez pas flexible dessus, parce qu'encore une fois, c'est ce qui vous permet de vivre au quotidien. Donc, il faut que vous ayez votre budget, que vous soyez sûr que vous ne descendiez pas en dessous d'un salaire qui vous permet de vivre confortablement. Donc, quand vous faites votre négo, vous écrivez à l'avance sur un papier votre max, votre mini, votre médium. Et quoi qu'il se passe, vous vous y tenez, même si c'est le job de vos rêves. S'il ne vous permet pas de bouffer, je vous assure qu'au bout de 6 mois, vous n'aurez qu'une envie, c'est de vous casser. Ou alors, vous allez démarrer des procédures d'augmente qui sont hyper chiantes.
parce que ce sera très très tôt dans le truc. Ok. Donc le fixe. Maintenant, le variable. Pour un head-off, il faut un variable. Pour les équipes, ça peut se discuter. Donc du coup, les variables pour les équipes, à quoi ça sert? Ça vous sert déjà, vous, en tant que truc de sécurité, à vous assurer que personne ne se barre entre septembre et décembre, qui est généralement une période de forte activité. Ouais, c'est con, mais c'est utile. L'autre intérêt, c'est que ça vous permet de les faire bosser sur des sujets qui ne sont pas leur cœur de business et que ça vous permet d'éviter les tensions. Un exemple tout bête, si jamais vos équipes ont un variable qui est indexé sur le CA de la boîte, quand les sales sont chiants, ça aide à faire passer la pilule. Et le dernier point qui est le plus important, c'est tous les autres. Donc les autres, il y a d'abord le monétaire. Vous avez différentes formes de monétaire, vous avez des RSU, des BSPCE, des stock options. Toutes les trois ont un intérêt. En général, vous n'avez pas le choix du type puisque c'est de la politique d'entreprise. Mais quoi qu'il se passe, dès que vous entrez dans la troisième catégorie, vous devez avoir un package de l'un des trois. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas normal, vous allez gueuler. Ou alors, vous n'entrez pas dans cette boîte. Parce que ça veut dire que vous n'êtes pas associé à la croissance de l'entreprise, tout simplement. Dans l'ordre du mieux au moins bien. Le mieux, c'est les RSU. Qu'est-ce que c'est? C'est des BSPCE valeur 0 €. Donc, en gros, vous n'avez pas à débourser d'argent pour les acquérir. Mais lorsque leur prix augmente, vous touchez le delta entre la valeur nouvelle et la valeur d'acquisition de 0. Donc, c'est plutôt tout bénef. Le deuxième, en général, c'est les BSPCE qu'on va trouver beaucoup en France. BSPCE, c'est la même chose, sauf que vous avez un coût d'acquisition initial. Donc, c'est-à-dire, et après, on attaquera de qu'est-ce qui se passe quand vous vous barrez. Et le dernier point, c'est les stock options. Les stock options, je déconseille pour vous, lorsque vous avez des profils assez volatiles, vous n'avez pas prévu de passer plus de 3 ans dans une boîte. Pourquoi? Parce que c'est très illiquide comme contenu. Donc, reprenons. Les RSU, en général, on vous en donne quand vous arrivez, ça n'a aucune valeur, sauf si l'entreprise est revendue, ou sauf si elle entre en bourse. Donc, autrement dit, ça a une valeur qui est quand même assez peu probable, n'y attachez pas trop d'importance si jamais vous n'avez pas prévu de rester plus de 2 ans. C'est la même chose pour les BSP-CE. La différence étant que de plus en plus maintenant, il y a des sortes de plateformes où on peut les acheter et les revendre. Faites juste gaffe, parce que pour les BSPCE, si vous les voulez, il faut les acheter avant de partir. Vous avez généralement un délai pour les acheter. Faites très gaffe dans votre contrat à bien lire cette ligne-là. Pourquoi? Parce que si vous partez et que vous n'y avez pas fait attention, vous les perdez. Purement et simplement, ça peut être assez frustrant. Donc faites vraiment attention. N'hésitez pas avant de partir de vous faire accompagner d'un conseiller financier, n'importe quoi. Franchement, ça vaut le coup. C'est quelques centaines d'euros investis, mais ça peut vous rapporter énormément de pognon. Typiquement, quand on était chez PeopleDoc, tous les gens qui étaient partis un petit peu avant le rachat n'ont pas été cons et ils ont acheté toutes leurs BSPCE. Et ils en sont sortis avec des sommes à 6 chiffres. Donc ça vaut le coup. Faites attention. Donc, le dernier point, donc les stock options, ça généralement, c'est réservé aux cadres dirigeants de grosses entreprises. Typiquement, quand j'étais chez UKG, j'avais un package où c'était moitié options, moitié stock options et moitié RSU. Les stock options n'ont généralement aucune valeur, sauf justement lorsque la boîte va à l'IPO. Donc, ça vaut le coup si vraiment vous vous projetez sur le long terme. Et c'est pour ça que c'est donné aux cadres dirigeants pour les forcer à rester longtemps. Moi, je suis restée 6 ans dans la boîte. Voilà. Donc ça vaut le coup. Donc, vous perdez tout quand vous partez, sauf si vous exercez votre droit d'exercice. En gros, si vous les achetez. Et pareil, regardez dans le contrat. Parce que vraiment, c'est indiqué. Si vous achetez avant de partir, vous les gardez. D'où l'importance des RSU versus des SPCE, parce que RSU, le coût d'acquisition, c'est 0. Donc, c'est beaucoup plus facile d'acheter que de devoir dépenser des dizaines de milliers d'euros pour acquérir des actions où tu ne sais pas ce que ça va donner. C'est un pari. Mais vous pouvez totalement le prendre, et je conseille d'ailleurs de le faire au moins sur une petite somme, juste pour diversifier vos actifs. Voilà. Donc, on a parlé des 3. Il y a aussi une 4e chose qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, c'est tout le autre. Autre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le télétravail, ça veut dire la voiture de fonction, ça veut dire le téléphone de fonction, ça veut dire le fait de pouvoir garder vos devices lorsque ça renew tous les 2 ans. Tous ces trucs-là, n'hésitez pas à demander. C'est le fait de pouvoir bosser dans un autre pays de l'Union européenne, par exemple. Vraiment, on en revient à vous, votre vie. Quand vous faites votre négo, vous faites toujours de la façon suivante. La négo sur le fixe, la négo sur le variable, la négo sur les options RSU, machin, si vous avez prévu de rester plus de 2-3 ans. Et ensuite, la négo sur tous les autres éléments variables du package. Toujours dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que les gens qui vous ont dit non, non, ils auront plus de scrupules à vous dire non sur le reste. Mais toujours pareil, on commence par assurer son niveau de vie, donc son fixe. Ensuite, on négocie son variable. Le variable, en général, en marketing, c'est entre 10 et 50% du salaire. Pourquoi? Parce que ce variable sert à payer tous les extras. Donc, ça, pensez à vos vacances. Quand vous avez envie de lâcher là-dessus, pensez à vos super vacances de l'année prochaine. Ça vous motivera vachement.
Et ensuite, tous ces autres trucs. Et vraiment, réfléchissez-vous. Par exemple, je sais pas, vous prévoyez d'avoir un enfant, donc vous aurez une voiture, sauf que vous n'avez pas de voiture aujourd'hui, vous avez grave la flemme et vous n'avez pas du tout envie de payer tout ce qui va avec. Pensez à cette négo-là. C'est plus facile pour l'entreprise. Il y a aussi quelque chose qui fait qu'au-dessus d'un certain niveau de salaire, ça ne sert plus à grand-chose de demander une augmente. Pourquoi? Parce que vous allez arriver sur du 50%, 40, 50% de taxes. Sauf que 40% de taxes, la boîte, elle a en plus payé le brut avant d'arriver au net. Donc en gros, eux, ils payent 100 balles et toi, ça te rapporte 20 balles dans ta poche. Donc aucun intérêt. Pensez justement à la voiture de fonction, à plein d'autres trucs comme ça. Ça peut être, j'ai connu des gens qui ont négocié de pouvoir faire venir leur famille quand ils vont visiter les autres bureaux dans d'autres pays. Devoir un petit budget pour 3 billets d'avion en plus. Ça, c'est con, mais tout est négociable. Vraiment, juste écrivez-le avant. Oui, c'est ce que tu dis, ça passe pas pareil pour une entreprise que de rajouter la somme sur un salaire chargé. Et du C'est coup, ça c'est qui, au final, finalement ne plus rapporte facile. rien. Enfin, entre des billets d'avion et 25 balles, bon, bah, t'as choisi, quoi. C'est clair. Ok, c'est vachement intéressant, hein. Et du coup, bon, j'allais dire la dernière question, enfin, le dernier sujet qu'on avait prévu d'aborder, c'était comment tu gères justement pour tes équipes, et tu en as un petit peu parlé. La rémunération pour tes équipes, c'est que ça doit pas être un sujet. Enfin, je sais pas si tu veux revenir un petit peu sur ça, mais c'est aussi à la fin, quand tu accèdes à ces postes de responsabilité-là, tu as l'augmentation, enfin, tu as ton salaire et tout, puis après, tu as la gestion de ton équipe par rapport à ça, quoi. Oui, et surtout, ne confondez pas ces deux buckets différents. Parce que je vois plein de gens qui disent, je compte pas trop mon équipe, j'aurai plus d'argent pour m'augmenter moi. Non, ça marche pas comme ça. Non, non. Vous, normalement, vous êtes sur le bucket du CEO. Votre équipe, elle est sur le bucket du marketing. Et si jamais les gens essaient de faire des amalgames, vous les envoyez chier. Parce que vous pouvez pas être jugé parti, vous pouvez pas décider de votre salaire et du salaire des gens. Enfin, c'est hyper chelou et il faut pas faire ça. Donc, en général, de façon contre-intuitive, surpayer les gens à l'embauche. Si vous pouvez. La personne, vous avez une fourchette de 60 à 65, la personne vous demande 62, donnez-lui 65. Déjà parce qu'il sera hyper content. Ensuite, parce que vous ne savez pas de quoi demain est fait. Si demain, vous n'avez pas de budget pour des augmentes, vous pourrez plus facilement faire passer la pilule en disant, ouais, mais regarde, j'ai prévu le coup, je le savais, donc j'ai donné un peu plus à l'entrée. Et surtout, ça vous donnera des nouveaux standards de base pour votre équipe qui vous permettront de remonter les salaires des personnes qui sont là depuis longtemps. Donc ça, déjà, très, très important. Ensuite, comme je le disais, vous n'avez pas à attendre l'entretien annuel pour augmenter quelqu'un. Faites déjà un point à la fin de la période d'essai. Si vous vous rendez compte qu'il y a un problème entre le salaire qui lui a été donné et le boulot fourni, à ce moment-là, pensez déjà à commencer la discussion. Ça ne veut pas dire que vous aurez la thune tout de suite, mais ça veut dire que lorsque vous demanderez une augmente, personne ne sera surpris. Parce que le vrai truc qui embête votre boss, c'est l'effet de surprise. Parce que vous avez négocié pour vos gens, mais lui, il négocie pour toute la boîte, auprès du board. Donc, les surprises de dernière minute, les trucs qui arrivent pendant les entretiens annuels, on n'en veut surtout pas. Et autre chose, dites-vous que c'est aussi chiant de négocier pour 5K que de négocier pour 10K. Donc, tant qu'à y aller, demandez un truc important. Non, mais c'est vrai, en fait. Vous allez faire exactement le même process. Et à l'échelle d'une boîte, 5000 balles d'écart, c'est rien. Donc, faites une grosse augmente qui vous assure que la personne elle soit tranquille pendant 1 an ou 2, parce que, encore une fois, vous allez devoir faire passer les autres. Vous ne pouvez pas demander 20% d'augmente pour toute l'équipe chaque année. Par contre, année après année, vous demandez 20% d'augmente pour chaque personne. Voilà. Et dans 5 ans, vous aurez un super niveau. L'équipe, elle sera un petit peu surpayée au-dessus du marché. Donc, vous allez les motiver, quoi. C'est important. Et encore une fois, il ne faut pas que ce soit un sujet. Donc, si eux viennent en disant qu'ils sont sous-payés et que vous ne l'avez pas vu, c'est un peu un fail. J'en ai eu un récemment. C'est un peu un fail. Essayez vraiment d'anticiper au max. Ok. Et ça, tu disais, c'est aussi, ça passe par être transparent, puis leur demander parfois des benchmarks, même, enfin, c'est Patrice le disait du coup dans son équipe, où il disait même, va faire des entretiens, puis dis-moi combien on te propose, et puis j'aligne, quoi. Enfin, Mais pour oui, voir ce que ça coûte, quoi. il ne faut pas avoir peur. Enfin, si les gens ils sont bien, ils vont rester. Hein. C'est chiant de changer de boîte. Non, et puis ça leur donne aussi une réalité du marché ailleurs. Parce que c'est vrai que quand tu vois dans les offres que tout le monde est payé 10K de plus que toi, tu te dis, en fait, non. En fait, c'est des jobs que tu n'aurais jamais parce que tu n'as pas les compétences pour. Mais tu ne te rends pas compte quand tu ne fais pas l'entretien. Ou en fait, ça te permet. Ou alors même à ce moment-là, ils vont se rendre compte qu'ils veulent partir, et tant mieux. Enfin, eux aussi, ils ont une carrière à faire, ils doivent progresser. Et s'ils veulent quelque chose que tu vas leur donner, il vaut mieux s'en rendre compte plutôt que la personne elle se prenne ça, elle soit vénère, elle bosse moins. Enfin, Pour moi, on avait couvert un petit peu les questions que. Je sais pas, Selma, toi, si tu as un mot de la fin, je veux dire, par rapport à tout ce qu'on a dit, un conseil à retenir par rapport on à peut ça. aller plus que vous ne le pensez. Non, mais vraiment, et quand je dis plus, c'est beaucoup, beaucoup plus. Et il n'y a pas de limite. Non, vraiment, vous avez une expertise, ça apporte de la valeur, on fait du marketing, c'est-à-dire qu'on apporte le pipeline de la boîte, on apporte 80 jusqu'à 80-90% de la thune que va se faire cette boîte. Ça a de la valeur. Non, mais c'est vrai, tu vois, parce que pour le coup, moi, c'est. Alors, tu vois, la discussion, tu as rebondi sur quand j'avais fait
les grilles dans l'enquête des salaires. Et en fait, on le voit quand on l'a regardé aussi, parce qu'au final, il y a quoi? Il y a 150 ou 160 lignes qui ont été remplies. Donc, on a quand même si les données sont pas exhaustives et qu'il y a certains critères qui n'apparaissent pas, et je ferai mieux, mais sur certains postes équivalents, on va dire, en termes d'équipe, de titres qui apparaissent et de localisation, parce que ça peut avoir un apport. Il y a des écarts qui sont parfois du simple au double. Enfin, moi, j'ai halluciné sur le truc. Il y en a, il y a 40 cas d'écart, 40 ou 50 cas d'écart sur des postes qui sont très similaires au final sur le papier, quoi. Et encore une fois, à l'échelle d'une boîte, c'est rien. C'est combien de deals, 40 ou 50 cas, dans votre entreprise signée? Bah voilà, c'est rien, en fait. Vous pouvez totalement les valoir. Et vraiment, sky is the limit. Il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez gagner. Ne vous mettez pas de barrière. Ça marche. Du coup, j'allais dire, on est un petit peu au bout de l'entretien. Merci beaucoup, Selma. C'était super intéressant. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà, merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.